Le monde est aujourd'hui plus endetté que jamais auparavant. Gouvernements, entreprises et particuliers du monde entier doivent collectivement 315 000 milliards de dollars. C'est 3 fois le PIB mondial. Chaque année, 10% de la production planétaire servent à payer les intérêts de cette dette. Pas le capital, seulement les intérêts. Et voici ce dont personne ne parle. Cette dette ne sera jamais remboursée. Elle ne peut pas l'être. Le système est conçu pour cela. Pourtant, les intérêts continuent de circuler indéfiniment, des travailleurs aux créanciers, des pays pauvres aux pays riches, du bas vers le haut. Pendant des décennies, les gouvernements et les banques centrales ont appliqué un principe simple. Quand l'économie ralentit, injecter des liquidités, baisser les taux d'intérêt, imprimer de la monnaie, renflouer les banques, faire tout le nécessaire pour éviter la crise. Et cela a fonctionné dans une certaine mesure. Nous avons évité de profondes récessions. Nous avons maintenu les prix des actifs à un niveau élevé. Nous avons prévenu le chômage de masse, mais nous n'avons jamais fait l'inverse. Nous n'avons jamais freiné l'élan économique quand tout allait bien. Nous n'avons jamais laissé les entreprises fragiles faire faillite. Nous n'avons jamais fait le ménage dans nos secteurs improductifs. Résultat, une dette de 315 000 milliards de dollars, une économie dépendante de l'argent facile, des prix des actifs artificiellement gonflés et des entreprises zombies qui auraient dû disparaître depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à autre chose, une récession qui semble inévitable. Guerre commerciale, conflits armés, taux d'intérêt impossible à baisser en raison d'une inflation toujours élevée, et une dette colossale, telle qu'une légère contraction économique pourrait déclencher une réaction en chaîne de défauts de paiement. Certains économistes affirment que c'est la récession dont nous avions besoin, qu'elle permettra d'éliminer les inefficacités et de réallouer les ressources au secteur productif. Mais voici le problème. Il ne s'agit pas d'un simple brûlage dirigé pour éliminer les broussailles mortes, mais d'un incendie de forêt provoqué par des politiques irresponsables, sans aucun plan de contrôle. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi une dette de 315 000 milliards de dollars signifie que la prochaine récession ne sera pas une simple correction, mais une catastrophe. Pour comprendre l'importance de cette dette, il faut comprendre le rôle que jouent les récessions, car toutes les récessions ne se ressemblent pas. La récession qui nous attend est fondamentalement différente des précédentes. Une récession, dans son sens le plus simple, survient lorsqu'une économie produit moins qu'auparavant pendant 2 trimestres consécutifs ou plus. Le PIB chute, le chômage augmente et l'activité économique ralentit. Mais pourquoi cela se produit-il? 2 types de chocs provoquent des récessions, les chocs d'offres et les chocs de demande. Les chocs d'offres sont faciles à comprendre. Un facteur matériel empêche la production. Une pandémie ferme des usines. Une guerre perturbe les transports. Des catastrophes naturelles détruisent les infrastructures. Ces situations sont logiques. Nous avons moins de biens disponibles car quelque chose nous empêche de les produire. Les chocs de demande sont différents. Rien n'arrête physiquement la production. Les usines continuent de tourner. La main-d'œuvre est disponible. Les chaînes d'approvisionnement fonctionnent normalement. Mais les consommateurs cessent d'acheter. Les entreprises cessent d'investir. Par peur, chacun épargne. Et comme les entreprises ne peuvent pas vendre leurs produits, elles cessent de produire. Elles licencient. Ces travailleurs ont moins d'argent à dépenser. Par conséquent, les ventes des autres entreprises baissent. Davantage de personnes sont licenciées. Ce cercle vicieux s'auto-alimente. C'est précisément ce qui s'est passé en 2008. Rien n'est matériellement détruit. Mais la confiance s'effondre. Les marchés du crédit se bloquent et l'économie se contracte malgré notre capacité de production restante. C'est là le point essentiel concernant les récessions dues à la demande. Elles ont une utilité, certes cruelle et douloureuse, mais une utilité tout de même. Ils assainissent des entreprises qui n'auraient pas dû exister, inefficaces, surendettées ou produisant des biens dont personne ne veut. Lorsque la conjoncture est favorable et que l'argent coule à flot, ces entreprises survivent. Elles empruntent pour couvrir leurs pertes. Elles lèvent des fonds auprès d'investisseurs en quête de rentabilité. Sur le papier, elles paraissent prospères, mais elles ne créent pas de réelle valeur pour l'économie.
Ce sont des entreprises zombies. Et les crises économiques sont ce qui tue les zombies. L'éclatement de la bulle Internet en 2001 en est un parfait exemple. À la fin des années 1990, n'importe quelle entreprise possédant un site web pouvait lever des millions de dollars. Des entreprises comme Pets.com ou Webvan, des dizaines d'entreprises sans chiffre d'affaires, sans bénéfices et sans perspective réelle d'en devenir. Juste du marketing et de l'argent d'investisseurs. Lorsque la bulle a éclaté, ces entreprises ont disparu rapidement et brutalement. Les employés ont perdu leur emploi, les investisseurs ont perdu des milliards de dollars. Mais les ressources que ces entreprises consommaient, capital, talent, attention, ont été réallouées à Google, Amazon et aux entreprises qui ont réellement bâti des modèles économiques pérennes. La crise a éliminé les éléments improductifs et l'économie s'est redressée plus vigoureusement. Il en a été de même lors de la crise financière de 2008. La récession a été déclenchée par une bulle immobilière et des produits dérivés qui ont amplifié les dégâts. Mais un problème plus fondamental se cachait derrière. L'économie avait surinvesti dans l'immobilier et les montages financiers. Trop de capitaux ont été investis dans la spéculation immobilière et la création de titres complexes, au détriment d'entreprises réellement productives. L'effondrement a forcé une réallocation des ressources. L'idée était que les ressources se détournent des prêts hypothécaires pour investir dans d'autres secteurs. En pratique, les gouvernements et les banques centrales sont intervenus si massivement que de nombreuses entreprises zombies ont survécu. Et c'est là que le problème commence. Car voici ce qui a changé. Nous ne laissons plus les récessions suivre leur cours. À chaque ralentissement de l'économie, les banques centrales paniquent. Elles abaissent les taux d'intérêt à zéro. Elles impriment des milliers de milliards de dollars. Elles renflouent les institutions en difficulté. Et à court terme, cela fonctionne. Les prix des actifs se stabilisent. Le chômage n'explose pas. Le PIB se redresse plus vite. Mais le coût à long terme est exorbitant. Les entreprises zombies, qui devraient disparaître, survivent. Elles empruntent toujours plus à des taux d'intérêt bas. Elles continuent de fonctionner, elles continuent de consommer des ressources et elles empêchent les entreprises plus performantes de se développer. Car le capital, la main-d'œuvre et les parts de marché sont immobilisés dans des entreprises qui ne créent pas de valeur réelle. Voilà pourquoi la dette est si importante. Les 315 000 milliards de dollars de dette mondiale sont le résultat de décennies de lutte contre les récessions. Les gouvernements empruntent pour financer des plans de relance. Les entreprises empruntent parce que les taux d'intérêt sont bas. Les particuliers empruntent parce que le prix des actifs ne cesse d'augmenter et qu'ils doivent suivre le rythme. La dette permet de repousser les conséquences, d'éviter les difficultés d'une restructuration, de maintenir en vie des entreprises zombies et de maintenir le prix des actifs à un niveau élevé. Mais la dette doit être remboursée. Les intérêts doivent être payés, et lorsque 10% de la production mondiale est consacrée au seul paiement d'intérêts, il reste moins de ressources pour tout le reste, l'investissement, la consommation, la croissance. La dette freine l'économie, et elle s'alourdit. Parlons maintenant de la situation actuelle, car nous sommes peut-être déjà en récession, ou sur le point de l'être. Les données sont confuses. Il faudra des mois pour les collecter et les vérifier, mais tous les signes sont là. La guerre commerciale engendre de l'incertitude. Les entreprises reportent leurs investissements. Les licenciements augmentent. La confiance des consommateurs est en baisse. Et voici le point crucial. Cette récession n'est pas due à un surinvestissement dans un secteur spécifique qui aurait besoin d'être redressé. Elle est due à un chaos politique. Des droits de douane sont annoncés puis retirés. Les menaces de guerre commerciale qui peuvent se concrétiser ou non, et les tensions géopolitiques s'exacerbent. Il ne s'agit pas d'éliminer les arbres morts, mais de mettre le feu à la forêt en espérant que quelque chose d'utile repousse. Certains prétendent que c'est en réalité une bonne chose, qu'une récession est nécessaire pour rééquilibrer l'économie, que la mondialisation est allée trop loin, que les emplois industriels ont été délocalisés et que des communautés ont été détruites, et qu'une récession obligera les entreprises à relocaliser leur production.
Il existe une version de cet argument assez plausible. Si l'on croit réellement que l'économie est surinvestie dans des chaînes d'approvisionnement mondiales fragiles et vulnérables, alors oui, un choc forçant la diversification pourrait être bénéfique à long terme. Mais le problème, c'est que cela ne se produit pas. Ce qui se produit, c'est le chaos sans plan. Les droits de douane pénalisent les exportations comme les importations. L'incertitude empêche toute entreprise de prendre des décisions à long terme. Et une dette colossale fragilise tout le système. Parlons de cette dette colossale, car 315 000 milliards de dollars est un chiffre abstrait. Concrètement, la dette publique s'élève à environ 100 000 milliards de dollars. Les entreprises doivent également 100 000 milliards de dollars. Les ménages, quant à eux, doivent environ 115 000 milliards de dollars. Toute cette dette a été accumulée durant une période de taux d'intérêt très bas. De 2008 à 2021, les taux d'intérêt étaient proches de zéro. Les gouvernements empruntaient à bas coût. Les entreprises émettaient des obligations à 3 ou 4%. Les consommateurs empruntaient pour acheter des logements à des taux historiquement bas. Cette situation était viable tant que les taux d'intérêt restaient bas. Et l'économie continuait de croître. Mais les taux d'intérêt ne sont plus bas et la croissance ralentit. Lorsque la dette émise à 3% doit désormais être refinancée à 7 ou 8%, le calcul devient impossible. Une entreprise capable de rembourser sa dette à 3% fera défaut à 8%. Un gouvernement qui peut payer des taux d'intérêt bas sera confronté à une crise budgétaire à des taux élevés. Un ménage capable de rembourser son prêt immobilier à 3% fera défaut à 7%. C'est le mur du refinancement. Et il se manifeste actuellement. Au cours des 2 prochaines années, des milliers de milliards de dollars de dettes d'entreprises et d'États devront être refinancés, souvent à des taux 2 à 3 fois supérieurs aux conditions initiales. Certains emprunteurs y parviendront, mais beaucoup n'y arriveront pas. Et lorsque les défauts de paiement commencent, ils se propagent comme une réaction en chaîne. Voici comment fonctionne cette réaction en chaîne. Une entreprise fait défaut sur ses obligations. Les investisseurs qui détiennent ces obligations subissent une perte. Il peut s'agir de fonds de pension ou de compagnies d'assurance qui ont leurs propres obligations financières. Si leurs pertes sont suffisamment importantes, ils ne peuvent plus honorer leurs engagements et se retrouvent donc en défaut de paiement ou doivent être renfloués. Dans les 2 cas, les pertes se propagent. C'est précisément ce qui s'est passé en 2008. Lehman Brothers a fait défaut. Toutes les institutions qui avaient prêté de l'argent ou acheté des titres auprès de Lehman ont soudainement subi des pertes. Certaines se sont effondrées, d'autres ont eu besoin d'un plan de sauvetage. La contagion s'est propagée à l'échelle mondiale en quelques jours. Et ce, alors que le marché des produits dérivés ne représentait qu'environ 60 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous avons 600 000 milliards de dollars de produits dérivés et 315 000 milliards de dollars de dettes. Les liens sont bien plus complexes. Le risque d'effet domino est bien plus important. Parlons maintenant des personnes qui souffriront d'une récession, car les conséquences ne sont pas uniformes. Les récessions économiques sont extrêmement cruelles pour les gens ordinaires. Les travailleurs perdent leur emploi, les petites entreprises ferment, des familles perdent leur logement. Mais pour les plus fortunés, les récessions représentent souvent une opportunité. Le prix des actifs chute. Les riches achètent des actions, de l'immobilier et des entreprises à prix réduit. Lorsque l'économie se redresse, ils sont plus riches qu'avant. C'est ce qui s'est passé en 2008. Des millions de familles ont perdu leur logement suite à des saisies immobilières. Des sociétés de capital investissement et des investisseurs ont racheté ces maisons aux enchères pour la moitié de leur prix. Ils les louent maintenant aux mêmes familles qui avaient perdu leur logement. La richesse est transférée des plus démunis vers les plus aisés, et ce scénario se reproduira. L'argument selon lequel les récessions éliminent les inefficacités suppose que la souffrance est nécessaire et temporaire. Or, cette souffrance n'est pas répartie équitablement. Les entreprises zombies peuvent faire faillite, mais des entreprises saines qui viennent de démarrer peuvent également se retrouver en défaut de paiement. Les travailleurs perdent leur emploi,
non pas par inefficacité, mais parce que leurs employeurs, pris de panique, ne peuvent plus obtenir de crédit. Les familles perdent leur logement, non pas par irresponsabilité, mais parce que le chômage explose et qu'elles ne peuvent plus rembourser leurs dettes. Les récessions ne font pas de distinction entre les personnes en difficulté, elles frappent sans distinction. Ceux qui ont des ressources survivent et en profitent, tandis que tous les autres souffrent. Voici maintenant ce qui devrait vous inquiéter. Les gouvernements et les banques centrales ont cette fois-ci une marge de manœuvre limitée. En 2008, les taux d'intérêt étaient de 5%. La Réserve fédérale pouvait les ramener à 0%, ce qui a généré une forte relance. En 2020, lorsque la Covid-19 a frappé, les taux d'intérêt étaient déjà bas, mais la Réserve fédérale pouvait encore agir. Elle a imprimé 4 000 milliards de dollars et acheté des obligations. Cela a fonctionné. L'économie s'est redressée, mais les taux d'intérêt avoisinent désormais les 5%. Si elle les ramène à 0%, elle risque de relancer l'inflation. Une inflation qui, auparavant, pouvait être maîtrisée par des hausses de taux douloureuses. Si les taux d'intérêt ne baissent pas, l'économie s'effondrera encore plus brutalement. Il n'y a pas de solution idéale. L'endettement public est lui aussi soumis à des contraintes importantes. En 2008, la dette fédérale américaine représentait environ 67% du PIB. Le gouvernement pouvait alors emprunter pour financer les mesures de relance et d'aide. En 2020, la dette était plus élevée, mais restait gérable. Aujourd'hui, la dette atteint 125% du PIB, et les déficits se chiffrent en milliers de milliards de dollars par an, même en dehors d'une récession. Si le gouvernement tentait d'emprunter 2 ou 3 000 milliards de dollars supplémentaires pour financer les mesures de relance, le marché obligataire paniquerait. Les taux d'intérêt s'envoleraient, le coût du service de la dette exploserait. Les gouvernements sont pris au piège. Ils ne peuvent pas emprunter suffisamment pour éviter une profonde récession sans déclencher une crise de la dette. Les outils qui fonctionnaient en 2008 et 2020 ne sont donc plus efficaces. Permettez-moi de vous montrer ce qui se produit lorsqu'une économie fortement endettée entre en récession. Il ne s'agit pas d'une récession classique. Il s'agit d'une spirale déflationniste liée à la dette. Les entreprises et les ménages surendettés commencent à faire défaut. Les banques qui leur accordent des prêts perdent de l'argent. Elles réduisent leurs prêts pour préserver leurs fonds propres. La réduction des prêts empêche les entreprises d'investir et les consommateurs de dépenser. L'activité économique ralentit encore davantage. Les défauts de paiement augmentent et les banques perdent encore plus d'argent. Le cercle vicieux s'auto-alimente, et comme tout le monde est endetté, il n'y a ni filet de sécurité, ni épargne, ni possibilité de traverser la récession. C'est précisément ce qui s'est passé au Japon dans les années 1990. L'éclatement de la bulle de la dette a entraîné 30 ans de stagnation, une croissance quasi nulle, une inflation négative, des décennies perdues. La même chose pourrait se produire à l'échelle mondiale actuellement. Mais voici le danger. Même si les gouvernements et les banques centrales parviennent à éviter le pire, le coût sera exorbitant. Prévenir la récession implique de créer de la monnaie. Or, créer de la monnaie engendre l'inflation. Nous venons de vivre une situation similaire. Entre 2020 et 2023, les gouvernements ont imprimé des milliers de milliards de dollars. L'inflation aux États-Unis a atteint 9%, un niveau jamais vu depuis 40 ans. Les salaires n'ont pas suivi, le pouvoir d'achat réel a chuté. Si les banques centrales impriment encore 5 ou 10 billions de dollars pour éviter la récession, l'inflation reviendra, peut-être même plus fortement. Le choix se résume alors à une profonde récession ou à une dévaluation de la monnaie. Dans les deux cas, les citoyens ordinaires sont perdants. Parlons maintenant des guerres commerciales, car elles sont la cause directe du ralentissement économique actuel. Les droits de douane sont censés protéger les industries nationales. On prétend que d'autres pays trichent, subventionnent leurs exportations, inondent le marché américain de produits à bas prix et que les droits de douane permettent de rétablir l'équilibre. Il existe une version de cet argument économiquement justifiée. Si un partenaire commercial se livrait réellement à des pratiques agressives, des droits de douane ciblés pourraient se justifier. Mais des droits de douane généralisés sur des centaines de milliards de dollars de marchandises provenant de nombreux pays
n'ont pas d'objectif clair. Ils sont source de chaos. Elles font grimper les prix pour les consommateurs. Elles perturbent les chaînes d'approvisionnement. Elles créent de l'incertitude, dissuadent les investissements des entreprises et provoquent des représailles. Lorsque les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits chinois, la Chine riposte en imposant des droits de douane sur les produits américains. Les agriculteurs américains qui exportent du soja vers la Chine font faillite. Les fabricants américains qui importent des composants de Chine sont confrontés à une flambée des coûts. Les consommateurs payent plus cher. Les droits de douane ne protègent pas les travailleurs américains. Ils pénalisent tout le monde et l'incertitude ne fait qu'aggraver la situation. Les entreprises ne peuvent pas planifier. Si les droits de douane pouvaient atteindre 25% le mois prochain, voire être nuls, comment prendre des décisions d'investissement? On ne fait rien. On attend. Et pendant que toutes les entreprises attendent, l'économie se contracte. L'argument selon lequel cette récession est nécessaire pour corriger la dépendance excessive à la mondialisation ne tient pas la route. Certes, les chaînes d'approvisionnement mondiales ont des faiblesses. Certes, une partie de la production a été externalisée. Mais détruire ces chaînes d'approvisionnement du jour au lendemain ne crée pas de nouvelles capacités de production nationale. Cela ne fait que créer des pénuries et de l'inflation. Si l'objectif est de reconstruire l'industrie manufacturière américaine, la solution réside dans une politique industrielle rigoureuse. Subventions aux usines, investissements dans les infrastructures, programmes de formation pour les travailleurs, et non des droits de douane qui renchérissent tout et sèment le chaos. Il ne s'agit pas d'un ajustement maîtrisé, mais d'une mesure irresponsable. Faisons maintenant le lien avec la dette. Une dette mondiale de 315 000 milliards de dollars est gérable tant que la croissance se poursuit et que les taux d'intérêt restent bas. Or, aucune de ces conditions n'est réunie. La croissance ralentit, les taux d'intérêt augmentent, et le coût de la dette absorbe chaque année une part toujours plus importante de l'économie. Cela signifie moins d'argent pour investir dans les capacités de production, moins d'argent pour la recherche et le développement, moins d'argent pour les infrastructures. La dette affame, littéralement, l'économie des ressources nécessaires à sa croissance. Une récession aggrave la situation, car lorsque l'économie se contracte, les recettes fiscales diminuent, les gouvernements perçoivent moins d'argent, mais le coût du service de la dette, lui, ne baisse pas. En réalité, s'ils empruntent davantage pour financer les mesures de relance, le coût du service de la dette augmente. Les gouvernements sont donc contraints de réduire les dépenses ou d'augmenter les impôts, deux mesures qui ralentissent davantage l'économie. Le même phénomène s'observe chez les entreprises. Lorsque les revenus diminuent, les bénéfices disparaissent. Or, le coût de la dette est fixe. Les entreprises doivent payer des intérêts, même si elles sont déficitaires. Cela se traduit par des réductions de coûts, des licenciements, une baisse des investissements et la vente d'actifs. Autant de mesures qui fragilisent les entreprises et l'économie dans son ensemble. L'endettement accroît non seulement la probabilité des récessions, mais les rend également plus profondes et plus longues. Voici le dernier point. La volonté politique d'accepter une profonde récession fait tout simplement défaut. En 2008, les gouvernements et les banques centrales ont agi avec détermination, car un large consensus s'était dégagé sur le fait que prévenir un effondrement financier justifiait le coût. Ce consensus a aujourd'hui disparu. La confiance dans les institutions s'est effondrée, l'extrémisme politique est à son comble, et les mouvements populistes, de gauche comme de droite, exigent que les élites assument la responsabilité de leurs échecs. Si les gouvernements tentent à nouveau de renflouer les banques ou les entreprises, ils s'exposeront à une réaction violente de l'opinion publique. Manifestations, troubles politiques, voire pire. La question est donc de savoir si le gouvernement a la capacité d'agir, même s'il le souhaite. Et voici le pire des scénarios. S'il n'intervient pas, si la récession suit son cours, le chômage pourrait atteindre 15 à 20%, des millions de saisies immobilières, des dizaines de faillites et une décennie de stagnation. Cela permettrait-il d'éliminer les entreprises zombies et de bâtir une économie plus forte? Peut-être. Mais le coût humain serait catastrophique. Une génération entièrement ruinée,
le tissu social déchiré et un sentiment anti-système grandissant. Historiquement, les pays en quête désespérée de ressources et de marchés ont fait la guerre. La récession des années 1930 a directement mené à la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous sommes en guerre en Ukraine et au Moyen-Orient. Une récession mondiale pourrait exacerber ces conflits, voire en déclencher de nouveaux. Nous en sommes donc là. Une dette publique de 315 000 milliards de dollars, une économie dépendante de l'argent facile et soutenue par des entreprises zombies, des banques centrales à court de ressources, des gouvernements incapables d'emprunter davantage sans provoquer une crise de la dette, des guerres commerciales qui sèment le chaos et une récession qui se profile à l'horizon ou qui est déjà là dans les mois à venir. Certains ont qualifié cette récession de nécessaire, affirmant qu'elle corrigera les déséquilibres et réallouera les ressources. Mais il ne s'agit pas d'un ajustement subtil, c'est une véritable démolition du système. Elle ne se contentera pas d'éliminer les entreprises zombies. Elle détruira des entreprises saines, ruinera des millions de vies et pourrait déclencher une grande dépression ou un conflit mondial. La dette est au cœur du problème. La dette fragilise le système. Cela limite la capacité de réaction politique. Et cela garantit qu'un simple choc économique puisse se transformer en crise. Nous avons bâti cette situation au fil des décennies en refusant les ajustements naturels, en renflouant les entreprises en faillite, en maintenant des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Une récession se profile. Les seules questions qui demeurent sont: quelle sera son ampleur et pouvons-nous l'empêcher? 315 000 milliards de dollars montrent que